Ma sœur m'a accidentellement envoyé un mémo vocal destiné à notre mère. Et ce que j'ai entendu à mon sujet m'a fait partir le lendemain matin avec un plan qu'elle n'avait jamais vu venir. Je n'aurais jamais cru que ma propre sœur serait celle qui me détruirait. Mais nous y voilà. Je m'appelle Clara. Et voici l'histoire de la façon dont l'erreur de ma sœur Justine est devenue le catalyseur de la vengeance la plus satisfaisante que j'ai jamais exécutée. Justine et moi avions toujours été proches. Du moins, c'est ce que je pensais. Nous n'avons que 2 ans d'écart, j'ai 30 ans et elle 28. Nous vivons toutes les deux à Lyon, à environ 20 minutes l'une de l'autre. Au cours des 5 dernières années, j'ai géré une petite entreprise de design graphique, mais prospère, depuis mon bureau à domicile, tandis que Justine travaille comme coordinatrice marketing pour une start-up technologique du centre-ville. Notre relation avait toujours semblé solide. Nous nous envoyions des SMS quotidiennement, déjeunions ensemble au moins 2 fois par semaine, et je l'aidais même à planifier son prochain mariage avec son fiancé, Marc. Je pensais que nous étions les meilleurs amis du monde qui partageaient le même ADN. Tout a changé un mardi matin de mars, lorsque je me suis réveillée et que j'ai trouvé un mémo vocal de Justine sur mon téléphone. L'horodatage indiquait qu'elle l'avait envoyé à 23h47 la veille au soir. J'étais ravie d'avoir de ses nouvelles, car nous avions passé un excellent moment à faire du shopping pour les robes de demoiselle d'honneur le week-end précédent. J'ai appuyé sur Play en me préparant mon café du matin, m'attendant peut-être à des pensées nocturnes sur la planification du mariage ou à une histoire amusante de sa soirée avec Marc. Je devrais mentionner que Justine et moi avons des noms très similaires dans nos téléphones. Elle m'a enregistré comme Clara sœur et notre mère est Sophie maman. Le deuxième prénom de maman est Sophie. Dans son état influencé par le vin, elle a clairement envoyé le message à la mauvaise Sophie. Au lieu de plan de mariage, ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Maman, je n'en peux plus, la voix de Justine est sortie de l'haut-parleur de mon téléphone, légèrement pâteuse à cause de ce qui semblait être du vin. Je suis tellement fatiguée de faire semblant de m'intéresser à la petite entreprise de Clara. Sais-tu qu'elle se prend vraiment pour une sorte d'entrepreneuse à succès? C'est pathétique. Elle n'arrête pas de parler d'expansion et d'embaucher des employés, mais maman, elle gagne à peine de quoi payer son loyer. J'ai vu ses relevés bancaires quand elle les a laissés sur le comptoir le mois dernier. Elle vit au jour le jour, mais elle agit comme si elle construisait un empire. C'est embarrassant. Mes mains ont commencé à trembler. Relevés bancaires. Quand avait-elle vu mes relevés bancaires? Et ne me lance même pas sur la façon dont elle ne cesse de proposer d'aider pour le mariage. Elle a conçu nos faire-part pour rien, et on dirait que c'est une élève de lycée qui les a fait en cours d'informatique. La mère de Marc a jeté un coup d'œil et a demandé si nous faisions un barbecue dans le jardin au lieu d'un vrai mariage. J'étais mortifiée. Le mémo vocal a continué, chaque mot me frappant comme un coup physique. Je ne la garde impliquée que parce que j'ai pitié d'elle. Tu sais, elle n'a pas de vrais amis en dehors de moi, et sa vie amoureuse est un désastre. Tu te souviens de ce David qu'elle a amené à Noël? Même papa a dit qu'il semblait se contenter d'elle. Elle est juste tellement désespérée d'être incluse dans tout. Les larmes coulaient maintenant sur mon visage, mais je ne pouvais pas m'arrêter d'écouter. Le pire, c'est qu'elle essaie toujours de me donner des conseils commerciaux. Maman, elle fait payer 200 € pour la conception d'un logo. Je paie plus que ça pour une bonne coupe de cheveux, mais elle agit comme si elle était Steve Jobs ou quelque chose comme ça. Toujours à parler de construire sa marque et ses relations clients. C'est délirant. Il y a eu une pause où j'ai pu entendre Justine boire quelque chose. Je l'aime, oui. Mais parfois je me demande ce qui lui serait arrivé si elle avait vraiment fait des études comme une personne normale au lieu d'abandonner pour poursuivre son article. Elle aurait probablement un vrai travail maintenant, peut-être même un petit ami qui n'est pas un loser complet. Au lieu de ça, elle a presque 30 ans et agit toujours comme si elle allait être la prochaine grande figure du design graphique. Le mémo s'est terminé brusquement et je me suis assise dans ma cuisine en silence complet, fixant mon téléphone. La femme que je considérais comme ma meilleure amie, ma plus proche confidente, venait de révéler qu'elle me voyait comme un cas pathétique de charité. Mais voici ce que Justine ne savait pas. Mon entreprise n'était pas en échec. Loin de là.
J'avais délibérément été modeste quant à mon succès parce que je savais à quel point elle pouvait être compétitive, et je ne voulais pas la faire se sentir mal à propos de son travail en entreprise dont elle se plaignait constamment. La vérité était que j'avais gagné 285 000 € l'année dernière. Ma petite entreprise, Passion, m'avait permis de décrocher des contrats avec 3 grandes entreprises à Lyon, y compris la start-up technologique où Justine travaillait. J'avais été derrière leur récente campagne de rebranding. Bien que Justine ne le sache pas, car j'avais travaillé directement avec le PDG par l'intermédiaire d'une agence tierce. Je faisais payer 200 € pour un travail de logo basique, bien sûr, mais ce n'était que mon prix de départ pour les petites entreprises locales. Mes contrats d'entreprise valaient des dizaines de milliers. J'avais un compte d'épargne sain, un portefeuille d'investissement en croissance, et j'avais déjà mis un acompte sur un appartement dans le quartier branché de Confluence dont je n'avais encore parlé à personne. Quant à ma vie personnelle, David et moi nous étions en fait séparés d'un commun accord parce que nous étions tous les deux trop concentrés sur nos carrières pour donner à la relation l'attention qu'elle méritait. Il était ingénieur logiciel chez Google, difficilement un loser, et nous étions restés de bons amis. En fait, je sortais occasionnellement avec quelques personnes différentes, y compris un avocat nommé Michel, qui me demandait de officialiser les choses. Mais Justine voyait ce qu'elle voulait voir. Sa petite sœur en difficulté, qui avait besoin de sa pitié et de sa charité. Plus j'y pensais, plus je devenais en colère. Toutes ces fois où j'avais proposé d'aider gratuitement avec les designs de mariage, elle en avait ri derrière mon dos. Tous ces déjeuners où je l'avais écoutée se plaindre de son travail pendant qu'elle jugeait secrètement chaque aspect de ma vie. Tous ces moments que je chérissais comme des liens fraternels n'avaient été que des performances de sa part. Mais la colère n'était pas le pire. Le pire, c'étaient les souvenirs qui étaient maintenant souillés pour toujours. Comme il y a 2 mois, lorsque j'étais restée éveillée jusqu'à 3 heures du matin pour redessiner ses programmes de mariage parce qu'elle avait mentionné en passant que la mère de Marc trouvait la mise en page originale un peu amateur. J'avais été tellement soucieuse de m'assurer que tout soit parfait pour son grand jour que j'avais annulé un rendez-vous avec Michel pour les terminer. Ou la fois où elle m'avait appelé en pleurant parce qu'elle était stressée par les coûts du mariage et que j'avais immédiatement proposé de faire toute la signalisation et les décorations de table gratuitement. « Tu es une sauveuse », avait-elle dit à travers de fausses larmes. Je ne sais pas ce que je ferais sans ma petite sœur talentueuse. Je m'étais sentie si valorisée, si nécessaire. Maintenant, je réalisais qu'elle avait probablement raccroché et ri de la facilité avec laquelle elle m'avait manipulée pour obtenir du travail gratuit. Le souvenir le plus douloureux datait d'il y a seulement 6 semaines. Justine m'avait emmené déjeuner, ce que je pensais être un déjeuner de retrouvailles entre sœurs, dans ce bistrot chic du centre-ville. Elle avait insisté pour payer, ce qui était inhabituel pour elle, et avait passé tout le repas à poser des questions détaillées sur mon entreprise. Combien de clients avais-je? Combien facturais-je? Comment trouvais-je de nouveaux clients? Quels étaient mes plus grands défis? J'avais été tellement touchée par son intérêt que je m'étais complètement ouverte, lui montrant même mon plan d'affaires pour l'expansion. Je lui avais parlé du gros contrat que je négociais, de mes rêves d'embaucher des employés, de mon désir de déménager dans un bureau plus grand. Elle avait semblé si encourageante, posant des questions de suivi et offrant des encouragements. Maintenant, je réalisais qu'elle ne créait pas de lien avec moi du tout. Elle amassait des munitions. Chaque vulnérabilité que j'avais partagée, chaque espoir et rêve que j'avais avoué avait été soigneusement catalogué pour son divertissement. Ce déjeuner n'était pas un soutien fraternel. C'était de la reconnaissance. J'ai appelé mon travail en disant que j'étais malade et j'ai passé toute la journée à revoir chaque interaction que nous avions eue au cours de la dernière année, les voyant toutes sous ce nouveau prisme de trahison. Le schéma était si clair maintenant que je ne pouvais pas croire l'avoir manqué auparavant. Il y a eu la fois où elle avait accidentellement mentionné à notre cousine Rachel que j'avais du mal à trouver des clients juste après que je lui ai confié avoir perdu un contrat potentiel. Rachel avait alors passé tout le barbecue familial à me traiter comme un cas de charité, offrant de m'aider à réseauter par l'intermédiaire de l'entreprise de son mari. Il y avait son habitude de me présenter lors d'événements sociaux comme ma sœur Clara, la designer freelance, toujours en insistant sur le mot freelance d'une manière qui le faisait paraître temporaire et instable. Pendant ce temps, elle se présentait comme coordinatrice marketing, sans jamais mentionner qu'elle était en fait une assistante qui programmait des publications sur les réseaux sociaux.
Il y avait la façon dont elle commençait chaque conversation sur mon entreprise par « Comment ça se passe avec ta petite affaire de design ?» Le mot « petite » m'avait toujours piqué, mais je m'étais dit qu'elle ne le voulait pas condescendant. Maintenant, je savais mieux. Et puis il y avait des choses plus subtiles. Comment elle n'avait jamais partagé mes publications commerciales sur les réseaux sociaux malgré le fait de demander constamment à ses amis de promouvoir le contenu de son entreprise. Comment elle ne m'avait jamais recommandé un seul client, malgré le fait de travailler dans le marketing et de connaître des dizaines de personnes ayant besoin de services de design. Comment elle n'avait jamais affiché aucune de mes œuvres dans son appartement, pas même le portrait personnalisé que j'avais fait d'elle et Marc pour leur anniversaire. J'avais attribué tout cela au fait que Justine était simplement discrète sur les affaires familiales, ou peut-être qu'elle ne pensait pas à mélanger ses réseaux personnels et professionnels. Je lui avais accordé le bénéfice du doute parce que c'est ce que font les sœurs. Apparemment, j'étais la seule à fonctionner sous cette hypothèse. Le processus de planification était thérapeutique d'une manière inattendue. Pour la première fois depuis des années, je ne me souciais pas des sentiments de Justine ou n'essayais pas de gérer ses émotions. Je ne marchais pas sur la pointe des pieds autour de son ego ou ne minimisais pas mes propres succès pour la mettre à l'aise. J'étais enfin libre d'être honnête sur qui j'étais et ce que j'avais accompli. J'ai commencé par faire une liste exhaustive de tous les mensonges qu'elle avait racontés sur moi et de toutes les vérités qu'elle avait déformées. Le mémo vocal m'avait donné une feuille de route de ses véritables opinions, mais je soupçonnais qu'il y avait plus. J'ai commencé à prêter attention à des choses que j'avais auparavant considérées comme des commentaires inoffensifs ou des taquineries fraternelles, comme la façon dont elle avait dit à nos parents que j'étais encore en train de trouver mes marques lorsqu'ils avaient posé des questions sur mon entreprise lors du dîner de Noël. Ou comment elle avait décrit ma recherche de condo comme Clara essayant de trouver quelque chose qu'elle peut se permettre alors que je cherchais en fait des propriétés dans le quartier le plus cher de la ville. Ou comment elle avait mentionné à nos tantes qu'elle m'aidait à remettre sur pied, alors que je n'avais jamais demandé ou eu besoin de son aide pour quoi que ce soit. Chaque révélation me rendait plus en colère, mais cela me rendait aussi plus déterminée. Justine jouait un jeu de longue haleine, construisant soigneusement un récit où elle était la sœur réussie et généreuse, et j'étais la bénéficiaire reconnaissante de sa charité, en difficulté. Elle avait été si méthodique à ce sujet que même nos propres parents avaient commencé à me traiter avec une sorte de douce préoccupation dont je réalisais maintenant qu'elle était basée sur les faux rapports de Justine sur ma vie. Mon plan avait 3 phases et il allait être absolument magnifique. La phase 1 consistait à recueillir des informations et à préparer le terrain. Je devais comprendre exactement à quel point la tromperie de Justine allait loin et ce qu'elle avait raconté à qui. Je devais également commencer à établir ma véritable histoire. Pas la version fabriquée que Justine avait propagée, mais la vérité sur mon succès et ma stabilité. J'ai commencé par avoir des conversations prudentes avec les membres de ma famille, posant des questions innocentes sur ce qu'ils savaient de mon entreprise et de ma vie personnelle. Les résultats ont été révélateurs et exaspérants. Selon la version de la réalité de Justine, je m'en sortais à peine, cherchant désespérément un vrai travail et reconnaissante de toute aide qu'elle pouvait apporter. Elle se dépeignait comme ma conseillère financière, ma conseillère d'orientation professionnelle et mon système de soutien émotionnel, le tout réuni. Notre mère, visiblement mal à l'aise, a admis que Justine l'avait tenue au courant de mes difficultés. Elle s'inquiète pour toi, ma chérie, a dit maman lors d'un appel téléphonique. Elle a mentionné que tu avais du mal à payer ton loyer et que tu pensais à revenir à la maison. J'ai dû serrer le téléphone plus fort pour m'empêcher de crier. Elle a dit autre chose ? Eh bien, elle a mentionné que tu avais du mal à trouver de bons clients et que tu envisageais de reprendre des études pour quelque chose de plus stable. C'est une si bonne sœur, Clara. Tout le monde ne serait pas aussi solidaire d'un frère ou d'une sœur qui traverse une période difficile. Une période difficile. Je traversais une période difficile qui n'existait que dans l'imagination de Justine. Et ma propre mère louait Justine pour son soutien dans une situation qu'elle avait entièrement fabriquée. J'ai eu des conversations similaires avec notre père, nos grands-parents et plusieurs amis de la famille. L'histoire était cohérente chez tous. Justine était la sœur réussie et stable qui aidait généreusement sa jeune sœur en difficulté à traverser une période difficile. J'étais le cas de Charité, le membre de la famille avec qui tout le monde devait être doux et encourageant.
La révélation la plus choquante est venue de notre tante Lynn, qui m'a prise à part lors d'un dîner de famille et m'a discrètement glissé un chèque de 500 €. Justine a mentionné que tu avais des difficultés financières, a-t-elle chuchoté. Ne sois pas trop fière pour accepter de l'aide, ma chérie. Nous sommes tous passés par là. J'ai fixé le chèque, me sentant à la fois reconnaissante de la gentillesse de ma tante et furieuse de la manipulation de Justine. À combien de personnes avait-elle parlé de mes prétendues difficultés financières? Combien de membres de ma famille me regardaient maintenant avec pitié et inquiétude à cause de ces mensonges? J'ai déposé le chèque et j'en ai immédiatement écrit un plus grand à l'association caritative préférée de ma tante, accompagné d'une note expliquant que, bien que j'apprécie sa générosité, j'avais la chance d'être en mesure de la transmettre à ceux qui avaient vraiment besoin d'aide. Je n'ai pas mentionné Justine, mais je me suis assurée d'inclure des détails sur mes récents succès commerciaux et l'achat de mon nouvel appartement. Pendant que je découvrais l'étendue de la tromperie de Justine, je commençais aussi à construire mon contre-récit. J'ai commencé à partager de vrais détails sur mon entreprise et ma vie personnelle avec ma famille et mes amis. Pas de manière vantarde, mais juste comme une conversation naturelle. Quand les gens me demandaient comment j'allais, au lieu de donner des réponses positives vagues, j'ai commencé à mentionner des projets spécifiques sur lesquels je travaillais et des développements passionnants dans ma carrière. Le contraste avec la version de ma vie de Justine était frappant, et je pouvais voir les gens commencer à le remarquer. Ma cousine Rachel, qui m'avait traitée comme une artiste en difficulté lors du barbecue, a semblé vraiment surprise lorsque j'ai mentionné avoir décroché un gros client du commerce de détail. « Waouh, Clara, c'est incroyable », a-t-elle dit. Justine me faisait croire que tu essayais encore de lancer ton entreprise. J'ai juste souri et dit, peut-être qu'elle a mal compris. Tu sais comment c'est. Les gens entendent ce qu'ils veulent entendre parfois. La graine était plantée. Je ne contredisais pas directement la version des événements de Justine, mais je fournissais suffisamment d'informations réelles pour que les gens commencent à remettre en question le récit qu'elle leur avait servi. C'était un équilibre délicat, mais j'étais convaincue que cela porterait ses fruits le moment venu pour la révélation complète. La phase 2 impliquait ce que j'ai appelé la vulnérabilité stratégique. Puisque Justine pensait que j'échouais et que j'étais désespérée, j'ai décidé de lui donner exactement ce qu'elle s'attendait à voir. Mais je n'allais pas seulement jouer la sœur en difficulté. J'allais documenter chaque moment de condescendance et de fausses préoccupations qui en découleraient. J'ai commencé modestement, en mentionnant lors de nos appels hebdomadaires que j'étais inquiète de ne pas avoir assez de clients pour couvrir mes dépenses. La réponse de Justine a été immédiate et prévisible. « Oh, ma chérie, j'y ai pensé », a-t-elle dit, et je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. « Tu sais, il n'y a vraiment aucune honte à admettre que le freelancing n'est pas viable à long terme. L'entreprise de Marc se développe si vite, et je sais qu'ils adoreraient d'avoir quelqu'un avec ton parcours créatif. Les avantages sont excellents, et tu aurais la sécurité d'un salaire régulier. » Je me suis assurée d'enregistrer cette conversation ainsi que plusieurs autres où Justine offrait ses conseils utiles sur l'abandon de mon entreprise pour un emploi traditionnel. Chaque appel révélait davantage ses véritables sentiments sur ma vie et mes choix, et j'ai sauvegardé chaque enregistrement. J'ai aussi commencé à demander de petites faveurs, des choses qui feraient que Justine se sentirait importante et généreuse tout en révélant son vrai caractère. J'ai demandé à emprunter 50 € pour des courses, en prétendant que j'attendais un paiement de client. Justine a immédiatement accepté, mais non sans se lancer dans une conférence sur l'importance d'avoir un fonds d'urgence et de gérer les flux de trésorerie. C'est exactement ce que je veux dire quand je dis que le freelancing est instable, a-t-elle dit en me tendant l'argent lors de notre prochain déjeuner. Tu es constamment à la merci des calendriers de paiement des autres. Dans un vrai travail, tu sais exactement quand ton chèque de paie arrive, et tu peux planifier en conséquence. J'ai hoché la tête, jouant la petite sœur reconnaissante tout en enregistrant chaque mot condescendant. Les 50 € sont allés directement sur mon compte d'épargne, et j'ai pris note de rembourser Justine avec des intérêts dans le cadre de la révélation finale. Pendant cette phase, j'ai également commencé à refuser des invitations sociales et à annuler des plans, prétendant que j'étais trop stressée par le travail pour m'amuser. Cela a servi à deux fins. Cela a renforcé le récit de Justine sur mes difficultés, et cela m'a donné plus de temps pour planifier la confrontation ultime sans avoir à faire semblant que tout était normal entre nous.
Je suis vraiment inquiète pour toi, a dit Justine lors d'un de nos appels téléphoniques. Tu sembles si isolée dernièrement. Peut-être devrais-tu envisager de consulter un thérapeute pour t'aider à gérer le stress de ton incertitude professionnelle. Incertitude professionnelle ? L'ironie était presque trop forte à gérer. Pendant que Justine suggérait une thérapie pour mes problèmes fictifs, je clôturais la plus grosse affaire de ma carrière et étais présentée dans le Lyon Entreprise comme l'une des entrepreneuses montantes de la ville de moins de 30 ans. Enfin, techniquement, entrepreneuse montante de moins de 35 ans puisque j'avais 30 ans. Mais le fait était là, mais Justine ne connaissait pas l'article parce que je m'étais assurée qu'il ne paraîtrait qu'après le mariage. J'avais spécifiquement demandé que la date de publication soit retardée jusqu'en juin, sachant que le timing serait parfait pour la phase 3 de mon plan. La partie la plus difficile de cette phase a été de voir l'excitation sincère de Justine face à ma prétendue chute. Elle a commencé à appeler plus fréquemment, toujours avec un nouveau conseil ou une autre opportunité d'emploi dont elle avait entendu parler. Elle a proposé de m'aider à mettre à jour mon CV, de me présenter des personnes de son réseau, de m'enseigner la culture d'entreprise puisque j'avais été hors de ce monde depuis si longtemps. Chaque offre d'aide s'accompagnait d'un sous-entendu de supériorité qui me faisait frissonner. Elle n'offrait pas d'assistance. Elle établissait une domination. Chaque conversation renforçait sa position de sœur réussie, aidant gracieusement sa sœur en difficulté. Et je pouvais dire qu'elle savourait chaque minute. Le moment le plus dégoûtant est survenu lors d'un dîner dans son restaurant préféré où elle a insisté pour payer puisque l'argent est serré pour toi en ce moment. En sortant, elle s'est arrêtée pour discuter avec une femme qu'elle connaissait de sa salle de sport. Et j'ai écouté avec horreur quand elle m'a présenté. Voici ma sœur, Clara, a dit Justine avec un ton de voix normalement réservé à la discussion de parents atteints d'une maladie en phase terminale. Elle traverse une période très difficile dernièrement, essayant de se faire un nom en tant que designer freelance. C'est une industrie tellement difficile, tu sais. Je n'arrête pas de lui dire qu'elle devrait envisager quelque chose de plus stable, mais les artistes peuvent être si têtus avec leurs rêves. La femme m'a regardé avec cette combinaison particulière de pitié et de malaise que les gens ressentent lorsqu'ils ne savent pas comment réagir à la tragédie de quelqu'un d'autre. Oh, c'est. Eh bien, c'est génial que tu poursuives ta passion, a-t-elle dit maladroitement. Clara est incroyablement talentueuse, a poursuivi Justine. Mais le talent ne se traduit pas toujours par un succès financier. Malheureusement, j'essaie juste de l'aider à voir qu'il y a d'autres options. J'avais envie de vomir ou de crier ou les deux. Au lieu de cela, j'ai souri faiblement et j'ai joué le jeu de Justine, tout en ajoutant mentalement cette interaction à la liste croissante des humiliations que je prévoyais de revisiter lors de la réception de mariage. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi et j'ai regardé mes relevés bancaires, mon portefeuille d'investissement et les contrats pour les projets à venir valant plus que ce que Justine gagnerait au cours des 4 prochaines années combinées. Puis j'ai regardé l'enregistreur que j'avais porté pour documenter ces conversations, et j'ai ressenti une froide satisfaction m'envahir. Justine construisait son propre piège. Brique par brique, mensonge par mensonge. Chaque commentaire condescendant, chaque fausse expression de préoccupation, chaque moment de supériorité fabriqué était soigneusement conservé pour le moment où je le rejouerais devant un public de toutes les personnes qui comptaient pour elle. La phase 3 était encore dans plusieurs semaines, mais j'anticipais déjà le regard sur son visage lorsqu'elle réaliserait que la petite sœur en difficulté qu'elle avait condescendue et plainte était en fait plus réussie qu'elle n'avait jamais rêvé de l'être, et que tout ce qu'elle avait dit et fait dans ces moments de supériorité perçue avait été enregistré pour la postérité. Le mariage ne pouvait pas arriver assez vite. La phase 1 a commencé immédiatement. J'ai commencé à répondre aux SMS de Justine par des messages plus courts et moins enthousiastes. Quand elle a appelé pour discuter de la planification du mariage, j'ai décliné, prétendant que j'étais débordée de travail. J'ai annulé nos prochains déjeuners, disant que je devais me concentrer sur l'obtention de plus de clients. Tout va bien, a-t-elle demandé lors d'un appel téléphonique. Tu sembles distante dernièrement. Juste stressée par l'argent, ai-je répondu, jouant parfaitement le jeu de ses attentes. Je pense peut-être à trouver un emploi régulier au lieu du freelancing. Cette affaire ne marche peut-être pas. Je pouvais pratiquement entendre sa satisfaction à travers le téléphone. Oh, ma chérie, c'est peut-être mieux. Il n'y a aucune honte à avoir un salaire stable.
L'entreprise de Marc recrute d'ailleurs dans son département marketing si tu es intéressé. Merci, Jess. J'y penserai. Pendant ce temps, je mettais la phase 2 en marche. J'ai contacté mon réseau de contacts professionnels en expliquant que je cherchais à développer mon entreprise et que j'avais besoin de références pour des projets de grande envergure. En une semaine, j'avais des réunions prévues avec 4 grandes entreprises, y compris le plus grand concurrent de Justine. J'ai aussi commencé à tout documenter. Des captures d'écran de ses SMS où elle faisait des remarques subtiles sur mon entreprise. Des enregistrements d'appels téléphoniques où elle offrait des conseils hypocrites sur mes choix de carrière. La France est un pays où l'enregistrement sans le consentement de toutes les parties est illégal, mais j'ai agi en pensant que cela serait pour ma défense en cas de besoin. Des photos de tout le travail gratuit que j'avais fait pour son mariage qu'elle se moquait apparemment auprès de notre mère. La phase 3 a été la partie la plus satisfaisante de tout le plan. 3 semaines après avoir reçu ce mémo vocal, j'ai décroché le plus gros contrat de ma carrière. Une chaîne de magasins nationale voulait que je redessine toute leur identité de marque dans 12 régions. Le contrat valait 180 000 €, plus que ce que Justine gagnait en 3 ans dans sa start-up, où elle gagnait environ 58 000 € par an. Mais au lieu de célébrer, j'ai maintenu ma mascarade de la sœur en difficulté. J'ai dit à Justine que j'étais en retard sur mon loyer et que j'envisageais de retourner vivre chez nos parents. Je lui ai demandé si elle pouvait me prêter de l'argent pour les courses. Je l'ai même laissé payer le dîner lorsque nous avons finalement déjeuné ensemble, jouant le rôle de la petite sœur reconnaissante et en échec. « Je suis vraiment inquiète pour toi », a-t-elle dit devant nos salades dans son café chic préféré. Il est peut-être temps de faire face à la réalité concernant l'entreprise. Tu as probablement raison, ai-je dit, en rendant ma voix petite et défaite. J'ai pensé à ce que tu as dit à propos de l'entreprise de Marc. Tu penses qu'ils embaucheraient vraiment quelqu'un comme moi? Bien sûr qu'ils le feraient, a dit Justine, et je pouvais voir la condescendance dans son sourire. Tu es intelligente. Tu as juste besoin de direction. Un vrai travail avec des avantages et un salaire stable serait parfait pour toi. J'ai hoché la tête, comptant intérieurement les jours jusqu'à son mariage. Le mariage était prévu pour un samedi début juin dans un lieu cher dans les montagnes près de Grenoble. Justine n'avait pas lésiné sur les dépenses, et elle se vantait d'avoir le mariage du siècle depuis des mois. Le mardi précédant le mariage, j'ai mis mon plan dans sa phase finale. J'ai envoyé à Justine un SMS groupé qui incluait nos parents, nos tantes et oncles, les 2 grands-parents, Marc, ses parents et toute la suite nuptiale. Le message était simple, j'ai une surprise spéciale pour Justine au mariage. Ne la laissez pas voir ça, mais j'ai travaillé sur quelque chose d'incroyable pour montrer à quel point j'aime et j'apprécie ma sœur. Tout le monde était excité et a promis de garder le secret. Justine m'a envoyé un SMS en privé, curieuse de la surprise, mais je lui ai juste dit qu'elle devrait attendre de voir. Le samedi est arrivé et le mariage était magnifique. Justine était magnifique dans sa robe et j'ai joué mon rôle parfaitement. J'étais la petite sœur solidaire, reconnaissante d'être simplement incluse, faisant toujours semblant de lutter avec mon entreprise en faillite. Pendant la réception, après le dîner, mais avant que la danse ne commence, j'ai demandé le microphone au DJ. Justine a semblé surprise mais ravie lorsque je me suis levée devant les 150 invités. « Bonjour tout le monde », ai-je commencé en souriant chaleureusement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clara, la sœur de Justine et demoiselle d'honneur. Je voulais prendre un moment pour partager quelque chose de spécial à propos de mon incroyable sœur. Justine a rayonné, s'attendant à un hommage sincère à notre lien fraternel. Justine et moi avons toujours été proches, ai-je poursuivi. Et elle a été un système de soutien tellement incroyable pendant des moments difficiles de ma vie. En fait, elle a été si solidaire qu'elle parle régulièrement de moi à notre mère, toujours en prenant de mes nouvelles pour s'assurer que je vais bien. J'ai sorti mon téléphone et l'ai connecté au système de sonorisation. Justine est toujours si modeste sur l'étendue de son affection. Alors, j'ai pensé que vous aimeriez tous entendre, de sa propre voix, à quel point elle pense à mon bien-être. Le visage de Justine est devenu blanc lorsqu'elle a réalisé ce qui était sur le point de se produire. C'est un mémo vocal que Justine a envoyé à notre mère il y a seulement quelques mois, et je pense que cela montre vraiment la profondeur de sa préoccupation pour moi.
J'ai appuyé sur Play, et la voix de Justine a rempli la salle de réception par le système de sonorisation professionnel. Maman, je n'en peux plus. Je suis tellement fatiguée de faire semblant de m'intéresser à la petite entreprise de Clara. La salle est devenue silencieuse, à l'exception de la voix de Justine détaillant chaque pensée cruelle qu'elle avait eue à mon sujet, mon entreprise, ma vie personnelle et ma valeur en tant que personne. Les faire-part qu'elle avait moqués étaient affichés sur chaque table. Le travail de qualité lissé qu'elle avait ridiculisé l'entourait littéralement alors qu'elle était figée d'horreur. Lorsque le mémo s'est terminé, j'ai souri à la foule stupéfaite. Mais voici ce qu'il en est de ma petite entreprise passion dont Justine était si préoccupée, ai-je dit, en affichant mon portfolio sur l'écran derrière moi. Ce sont quelques-uns de mes projets récents. Des images de grandes campagnes de rebranding d'entreprises ont rempli l'écran, y compris celles que j'avais réalisées pour l'entreprise de Justine. Ce rebranding de la start-up de Justine dévoilé le mois dernier, c'était le mien. Le PDG m'a embauché par l'intermédiaire d'une agence parce qu'il voulait la meilleure graphiste de Lyon. Des halètements ont parcouru la foule alors que les gens reconnaissaient le travail de haut niveau. Et Justine était tellement inquiète pour ma situation financière, ai-je poursuivi. Mais je suis heureuse de vous annoncer que ma pathétique passion m'a rapporté 285 000 € l'année dernière. En fait, l'appartement que je viens d'acheter à Confluence coûte plus que ce que Justine gagne en 4 ans. Je me suis tournée pour faire face directement à ma sœur. Mais la chose la plus importante que j'ai apprise du mémo vocal de Justine est à quel point elle se soucie vraiment de moi. Elle se soucie tellement qu'elle a fouillé mes documents financiers personnels quand je ne regardais pas. Elle se soucie tellement qu'elle m'a menti en face pendant des années tout en dénigrant tout de ma vie derrière mon dos. Elle se soucie tellement qu'elle a accepté des milliers d'euros de travail de conception graphique gratuit tout en disant aux gens que cela ressemblait à de la camelote amateur. Le silence dans la pièce était assourdissant. Justine pleurait. Marc avait l'air mortifié, et nos parents semblaient partagés entre la colère et l'embarras. Alors, Justine, ai-je dit, ma voix toujours chaleureuse et sœur. Merci de t'inquiéter autant pour moi. Merci pour le mémo vocal qui m'a montré exactement ce que tu penses de moi, et merci pour ce beau mariage où j'ai enfin pu partager avec tout le monde à quel point notre relation est vraiment merveilleuse. J'ai posé le microphone et me suis dirigée vers la sortie. Oh, et tout le monde devrait savoir, ai-je appelé par-dessus mon épaule, les invitations de mariage de Justine, les programmes, les cartes de menu et les numéros de table, tout cela a été conçu par moi gratuitement. J'espère que vous pourrez les regarder maintenant et apprécier la qualité cours d'informatique de lycée dont elle avait tant honte. J'ai quitté la salle de réception et je suis rentrée directement chez moi, où j'ai passé la soirée à répondre à des appels et des SMS. Certains venaient de membres de la famille exigeant des explications, d'autres d'amis de Justine qui avaient assisté à toute la scène, et quelques-uns de personnes demandant ma carte de visite après avoir vu ma présentation de portfolio. Justine m'a appelé 17 fois cette nuit-là. Je n'ai répondu à aucun de ces appels. Marc a appelé le lendemain matin. Clara, ce que tu as fait était cruel, a-t-il dit. C'est le jour de notre mariage et tu l'as gâché. J'ai joué un mémo vocal, ai-je répondu calmement, les propres mots de Justine. Si cela a gâché son mariage, peut-être devrait-elle réfléchir à la raison pour laquelle ses propres opinions sur moi étaient si dommageables à entendre en public. C'est ta sœur, a-t-il protesté. Oui, elle l'est, et je suis la sienne. Mais apparemment, elle l'a oublié lorsqu'elle racontait à notre mère à quel point j'étais pathétique et embarrassante. Mes parents ont appelé ensuite, et cette conversation a été plus compliquée. Ils étaient en colère à cause de l'humiliation publique, mais ils étaient aussi furieux contre Justine pour ce qu'elle avait dit de moi. Nous n'avions aucune idée qu'elle ressentait cela, a dit ma mère, la voix tremblante. Certaines des choses qu'elle a dites étaient tout simplement cruelles. Le pire, c'est qu'elle avait tort surtout, a ajouté mon père. Nous sommes fiers de ce que tu as construit, Clara. Nous l'avons toujours été. Au cours des semaines suivantes, les retombées ont continué. Le mariage de Justine est devenu le sujet de conversation de notre cercle social, non pas pour sa beauté ou son élégance, mais pour le drame familial spectaculaire qui s'est déroulé pendant la réception. Plusieurs personnes qui avaient été au mariage m'ont contacté pour m'embaucher pour leur propre projet, ayant été impressionnées par le portfolio qu'elles avaient vu.
Justine m'a finalement acculée chez nos parents 3 semaines plus tard. Elle avait l'air terrible, comme si elle n'avait pas dormi, et j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Clara, s'il te plaît, a-t-elle dit, les larmes coulant déjà. Je suis désolée. J'étais ivre quand j'ai envoyé ce mémo vocal. Je ne pensais rien de tout cela. Quelle partie ne pensais-tu pas, ai-je demandé. La partie où tu as qualifié mon entreprise de pathétique? La partie où tu as dit que mon travail avait l'air amateur? La partie où tu as fouillé mes documents financiers personnels ou la partie où tu as dit que tu ne me gardais autour de toi que parce que tu avais pitié de moi? Tout cela, a-t-elle dit désespérément. J'étais jalouse. D'accord. J'étais jalouse de ta liberté, de la façon dont tu as construit quelque chose à partir de rien, de la façon dont tu sembles si confiante et heureuse tout le temps. J'ai déversé cela sur toi et c'était mal. J'ai étudié son visage, cherchant la sincérité. Tu étais jalouse de quelqu'un que tu pensais être un échec pathétique vivant au jour le jour? Elle a tressailli. Je sais ce que ça donne, mais ça donne l'impression que tu mens toujours, ai-je interrompu. Tu n'étais pas jalouse de moi, Justine. Tu étais menacée par moi. Il y a une différence. Que puis-je faire pour arranger ça, a-t-elle demandé. Comment puis-je réparer les choses? J'y ai réfléchi longuement. Tu peux commencer par être honnête. Vraiment honnête. Pas seulement désolé d'avoir été attrapé, honnête. Tu peux reconnaître que tu as délibérément essayé de saper ma confiance et mon entreprise pendant des années. Tu peux admettre que tu as aimé te sentir supérieur à moi et c'est pourquoi tu n'as jamais célébré mes succès. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle a dit, tu as raison. J'ai aimé me sentir comme celle qui réussit. Cela me faisait me sentir mieux à propos de moi-même de penser que tu avais besoin de mon aide et de mes conseils. Quand j'ai réalisé à quel point j'avais tort à propos de ton entreprise, j'ai eu honte. Et au lieu de m'excuser, je me suis mise sur la défensive. C'était la première chose vraiment honnête qu'elle m'ait dite depuis des années. Je ne peux pas te pardonner pour le moment, lui ai-je dit. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Ce que tu as fait n'était pas seulement méchant. C'était calculé. Tu as fouillé mes documents personnels. Tu t'es moqué du travail que j'ai fait pour toi par faveur. Tu m'as menti en face tout en parlant derrière mon dos pendant des mois, peut-être des années. Je comprends, a-t-elle dit doucement. Je ne pense pas que tu comprennes, ai-je répondu. Parce que si tu comprenais, tu ne m'aurais pas demandé de passer l'éponge en 3 semaines. Tu aurais compris que la confiance prend des années à construire et des secondes à détruire. Cette conversation a eu lieu il y a 6 mois. Justine et moi avons eu des contacts limités depuis, principalement de brefs échanges lors de réunions de famille. Marc et moi avons en fait développé une amitié improbable. Il était mortifié par ce qui s'était passé à leur mariage et a fait de son mieux pour se faire pardonner de ne pas m'avoir défendu plus tôt. Mon entreprise a prospéré au-delà de tout ce que j'avais imaginé. L'incident du mariage, bien que douloureux, a en fait aidé ma carrière de manière inattendue. La nouvelle de la qualité de mon travail s'est répandue, et j'ai dû refuser des projets parce que je suis complète pour les 8 prochains mois. J'ai acheté une 2e propriété comme investissement, j'ai commencé à sortir exclusivement avec Michel, et je suis vraiment plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Il s'avère que couper les personnes toxiques de sa vie, même quand elles font partie de la famille, peut être incroyablement libérateur. Est-ce que je regrette ce que j'ai fait au mariage de Justine? Parfois. C'était dur et c'était public, et cela a certainement blessé des gens au-delà de Justine. Mais chaque fois que je commence à me sentir coupable, je me souviens de ce mémo vocal et de ce que j'ai ressenti en découvrant que quelqu'un que j'aimais et en qui j'avais confiance se moquait et me sapait depuis des années. Justine a fait des choix sur la façon de me traiter, et j'ai fait des choix sur la façon de réagir. Elle a choisi la cruauté et la tromperie. J'ai choisi la vérité et les conséquences. Le plus drôle, c'est qu'elle avait raison sur une chose dans ce mémo vocal. Je construisais quelque chose de plus grand qu'elle ne le réalisait. Je ne construisais pas l'empire commercial dont elle se moquait. Je construisais la force de m'éloigner des personnes qui ne me valorisaient pas, même quand ces personnes étaient ma famille. Et cela s'est avéré être le projet le plus réussi de tous. Mise à jour,
Justine m'a contacté le mois dernier en me demandant si nous pouvions prendre un café et discuter. J'ai dit oui, mais seulement si elle était prête pour une vraie conversation sur la reconstruction de la confiance à partir de zéro. Nous nous rencontrons la semaine prochaine. Je ne sais pas si nous serons à nouveau proches, mais je suis prête à voir si elle a appris quelque chose des conséquences de ses choix. Dans tous les cas, je sais que je vais bien. J'ai appris que je n'ai besoin de l'approbation ou de la pitié de personne pour réussir. Et je n'ai certainement pas besoin d'accepter le manque de respect de qui que ce soit, famille ou autre. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil. C'est de devenir meilleur. Et je suis définitivement meilleure.